Me voilà au Brésil. Et au Brésil, il n'y a pas que Rio. Je décide de filer au sud, car un petit train fameux m'attend. Un petit train que les Brésiliens adorent et qui part de Curitiba. Alors oui, dans cette gare, l'ambiance est plutôt cool. Si vous observez bien, les gens n'ont pas de bagages. Bonjour. Ils viennent avec les enfants. Ils viennent avec des appareils photo. Parce que ça, c'est un train pour la balade. C'est un train de plaisir. Les Brésiliens l'adorent. Ce train, il est très connu dans le pays. Donc c'est pas un train pour aller bosser, c'est un train pour avoir du bonheur. Ce train serait la meilleure façon de découvrir la forêt atlantique. Une forêt moins connue que sa grande voisine amazonienne, mais qui vaudrait le détour. Il faut un peu de patience pour quitter l'interminable banlieue de Curitiba, mais après quelques kilomètres, la récompense est à la hauteur de mes espérances. Vue imprenable sur toute la vallée. Regardez ça, mais c'est sublime. On passe au-dessus de viaducs incroyables. Wow. C'est vraiment parce qu'on est au-dessus, dans la forêt, à l'intérieur. Donc c'est magnifique. Franchement, je ne connais pas beaucoup de moyens d'entrer comme ça, d'une façon aussi spectaculaire dans la jungle, dans la forêt humide. C'est vraiment chouette. Oui, ce chemin de fer est incroyable. Et quel travail! Il a été construit au milieu de la forêt. Il n'y a pas mieux à découvrir. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a d'hortensia. On a tendance à penser que ça pousse que chez sa grand-maman. Mais non, en fait, il y en a plein la forêt. C'est dingue. Les hortensias sont les fleurs typiques de cette région, la région sud du Brésil. On est à environ 500 mètres d'altitude et il fait un peu plus frais. L'air est humide et elles se plaisent bien dans ce genre de climat. Alors, on parle souvent de la forêt amazonienne, mais rarement de la forêt atlantique, qui pourtant était une forêt gigantesque, qui couvrait une bonne partie du Brésil, une grande partie de la côte notamment. Et aujourd'hui, il en reste très très peu. Oui, avant la forêt atlantique, on l'a trouvée partout. C'était et c'est encore une forêt très dense et très riche. Il en reste combien de la forêt atlantique par rapport à la surface initiale, quoi, 10%? Oui, c'est ça. Il en reste encore à peu près 10%. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que Brésilien, de savoir qu'il n'y a plus que 10% d'une forêt qui était fantastique? Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Est-ce que, bon, bah, c'est l'histoire, c'est comme ça? C'est une question difficile parce que, disons que le Brésil a toujours exploité ses ressources forestières. Mais les besoins augmentent de jour en jour, comme la population d'ailleurs. L'Europe aussi a eu des forêts partout il y a 500 ans. Mais elle n'en a plus aujourd'hui, ou très peu. Évidemment, je ne suis pas favorable à l'exploitation intensive des forêts, mais on a besoin d'utiliser nos ressources naturelles. C'est une nécessité pour le développement de notre pays. Enfin, c'est triste. Mais petit à petit, les mentalités évoluent. Les Brésiliens, eux aussi, deviennent de plus en plus écolos. Ça va dans le bon sens. Et allez savoir, ce changement des mentalités est peut-être un peu dû à vous, les Européens. Difficile de quitter la forêt et la côte atlantique du Brésil sans aller mettre un pied dans l'eau. À quelques kilomètres de la voie ferrée, c'est le tableau parfait. Il y a la plage, les vagues, les surfeurs et surtout les pêcheurs. Il y en a partout. Oui. Bonjour. Bonjour. Et vous pêchez là? Oui, je pêche ici. Ah ouais? Por enquanto nada ainda.
Mais aujourd'hui, ça ne mord pas trop. Mais alors pourquoi vous pêchez là s'il n'y a pas grand-chose? Normalement, c'est un bon coin. Il y a pas mal de poissons ici. Mais il y a beaucoup plus ces derniers jours. Et le poisson n'aime pas trop quand l'eau est vraiment trouble. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que vous faites alors? Vous allez... Je me dis que le mieux serait d'aller un peu plus loin avec le bateau. On va voir si mes amis peuvent nous aider à trouver du poisson. On verra. Eux non plus, ils n'aiment pas l'eau trouble. Et pourquoi vos amis n'aiment pas l'eau sale? Quand l'eau est comme ça, ils ne voient pas très bien. Alors ils ne peuvent pas nous aider, on n'y voit rien. Du coup, on va essayer d'embarquer et partir avec le bateau. Ça vous dit? Ok. Il n'y a qu'à prendre le bateau, on va aller un peu plus loin. Je peux avec vous? Oui, installez-vous. On va en trouver du poisson, j'en suis sûr. Mes amis seront là. Ok. C'est un moteur à l'ancienne, qui marche avec une manivelle. Vous voulez que je vous aide? Non, il n'y a pas besoin. Ah, c'est la bonne vieille manivelle, hein? Eh ouais. Et vous, c'est votre boulot tous les jours, là, d'aller chercher le poisson? Oui, c'est ça, c'est mon gagne-pain. C'est comme ça que je nourris toute ma famille. Chaque jour, il faut que je pêche entre 30 et 40 kilos de poissons pour pouvoir payer les frais d'essence. Et puis tout le reste. Pas le choix, hein. Ça y est, mes amis ne doivent pas être très loin. Faut que je coupe le moteur parce que ça fait trop de bruit. Ça les agace. On va attendre un peu et normalement ils vont arriver par là. Ils ne vont pas tarder. C'est le coin parfait. Quand l'eau est calme comme ça, c'est idéal, ça va leur plaire. Tu vas voir, ils vont arriver. Mais je vois personne. C'est normal. Ils sont peut-être en train de nager ou en train de s'amuser. Je sais pas. En tout cas, quand ils seront avec nous, on va pouvoir attraper du poisson. Tu vas voir. J'espère quand même qu'on va les voir. C'est la première fois que j'attends des amis au milieu d'une rivière au Brésil qui nagent, mais pas dans l'eau sale. Bon, on attend. Tiens, les voilà. Regarde là-bas. Où ça? Mes amis sont arrivés. Ce sont eux, les dauphins. Ils vont nous aider à pêcher. Et vos amis, c'est des dauphins? Oui, ce sont mes amis, mes potes. Et on va pêcher tous ensemble. On va se faire une belle partie de pêche. Attendez, mais vous allez pêcher avec des dauphins? Oui, t'as bien entendu. On va pêcher ensemble. C'est grâce à eux que j'attrape du poisson. Mais attendez, parce que non seulement il y a des dauphins, ce qui en soi est super beau, mais en plus ils vous aident à pêcher. Mais ça, c'est incroyable. Oui, exactement. C'est une sorte de cohabitation entre nous et les dauphins. Ils nous aident. Eux, ils savent exactement comment ramener du poisson. Ils sont là tout près. Hein. Oui, ce sont nos amis, nos grands amis. Ils sont là, tranquilles, à nos côtés. Ils font partie de la famille. Et c'est marrant parce qu'ils nous tournent autour. Là, on sent qu'ils attendent quelque chose. Hein? Ça frétille. Attendez, parce que j'ai du mal pour l'instant à comprendre le principe. Donc il y a des dauphins qui passent. Vous êtes avec votre filet. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Il suffit que je fasse du bruit avec mon filet. Ouais. Et les poissons qui sont très peureux vont alors s'enfuir.
Le dauphin, lui, il est à l'affût. Il va les attaquer et rabattre les poissons vers moi. Et c'est à ce moment précis que je jette mon filet pour les capturer. Il faut aller très vite. Oh là là, mais c'est extrêmement technique. Muito technique. Muito para Il spécialiste. faut être spécialiste. Non, non, c'est pas très technique en fait. C'est le savoir-faire du pêcheur. Et là, je dois dire que c'est pas gagné. J'ai du mal à les voir, l'eau est vraiment sale. Mais regarde, les autres pêcheurs s'y mettent, c'est parti. Là, tu vois, je prends le filet, comme ça, et je le lance. Ah, c'est beau. J'aime bien le geste, c'est vraiment un beau geste. Est-ce qu'il va y avoir des poissons? Le plaisir de la pêche, c'est toujours le moment où sort le filet. C'est le meilleur moment. Ah, c'est lourd. Ah, mais il n'y a rien. Nada. Je crois qu'on n'a rien. Il a rien fait, le dauphin. Non, rien. Dolphin fils nada. Non, le dauphin ne nous a rien ramené. Ok. Je pense que les poissons étaient là, mais ça n'a pas marché. Ok. C'est comme ça. C'est pas un ami en fait. Non, ce sont plus ou moins nos amis. La vérité, c'est qu'on n'est pas toujours très sympa avec eux. On leur prend tout le temps le poisson, du coup, ils sont pas toujours d'accord pour nous aider. Mais est-ce que lui, il comprend un petit peu ce que vous êtes en train de faire, à votre avis? Non, non. Le dauphin, il ne comprend vraiment pas ce qu'on fait. Lui, son seul intérêt, c'est de prendre du poisson. Il veut se nourrir, qu'on soit là ou non. Et ils sont là, hein, ils sont tout autour. C'est que ça, c'est quand même marrant, ça. Franchement, c'est pas un bon jour pour la pêche. Y a rien, ça mord pas. Le problème, c'est l'eau. Les poissons se cachent, on ne voit rien là-dedans. Rien. Ah, Un poisson. voilà. Bon, voilà la pêche. Un poisson. Bravo. Excellent. Peixinho. Peixinho. Moi, je repars avec le peixinho. Vous restez là? C'est Picaraki? Oui, je vais rester ici. Les poissons vont finir par se montrer, ça va finir par payer. Et vous avez une patience incroyable. Moi, je vous dis bravo. Moi, j'en peux plus. On est là depuis l'aube. Et voilà. Ben, mes amitiés au dauphin. Ciao, Dauphine. Pas de poisson aujourd'hui donc. Et moi, ma quête, c'est toujours de réussir à trouver un train. Trouver un vrai train grande ligne dans ce pays qui n'aime pas trop le chemin de fer. Un peu plus au nord, dans la région des mines, il y a la ligne Belo Horizonte Victoria. C'est en fait le seul train longue distance de tout le Brésil, 100% passager. Pour un amoureux des trains, c'est le Graal. Ça rigole ici. Mais alors, qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hein? Pourquoi vous rigolez comme ça? Et c'est quoi le secret de tout ce bonheur? Eh bien, nous sommes en train de faire notre premier voyage en train, en famille, entre amis. C'est le bonheur, quoi. Et puis, on est de la région, mais on redécouvre le coin autrement. Et surtout entre nous, sans les enfants, sans les maris. Et ça rigole. Que demander de plus? Ah, donc c'est un voyage de filles. C'est ça. On est 8 copines. Il y a des mères, des filles, des amis, des grands-mères, des collègues de travail. Et alors, qu'est-ce que vous diriez à un touriste qui vient d'Europe pour lui donner envie de venir dans le Minas Gerais et pas seulement à Rio?
Disons qu'ici c'est plus authentique. Et il y a la nature. Et c'est plus calme aussi. Oui, c'est plus calme, plus tranquille. Pourquoi ils sont pas calmes à Rio? À Rio, c'est infernal. Il y a du bruit partout, les gens font la fête tout le temps. Puis ils sont un peu snobs. C'est les habitants de Rio et les autres au Brésil, c'est toujours compliqué. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de trains au Brésil, donc pourquoi il y en a un ici, entre Belo Horizonte chez Victoria, qui sont pas, bon, ils sont des villes importantes, mais c'est pas les deux plus grosses villes du Brésil. Et bien la raison, elle devrait pas tarder à arriver. Juste, voilà. Juste là, regardez ça. C'est absolument énorme. Une mine de fer à ciel ouvert. Et des mines comme ça, il y en a dans toute la région. Parce qu'on est dans la région du Minas Gerais. Minas pour mine. C'est une des régions du Brésil où l'on produit le plus de minerais. Et donc ce minerai, il faut le transporter. Et pour le transporter, il faut une voie ferrée. Et la compagnie minière qui gère la voie ferrée a pour mission de faire du transport de passagers. Mais il faut bien avouer que s'il n'y avait pas les mines, il n'y aurait sans doute pas de train de passagers ici. Bonjour. Bonjour. Ça a l'air bon ce petit truc. C'est du fromage. C'est du pão de queijo. C'est délicieux. Un délice. Un délice. Un délice. C'est délicieux. Et onde você vai? Vous allez où? On va à Vitoria. Victoria. Para qué? Pour faire quoi? Pour visiter. On va là-bas pour se balader. Pour visiter. Mais surtout, on vient pour le train. On s'est rencontrés dans ce train-là. Là, c'est toute notre histoire. Et maintenant, on le fait découvrir à nos petits-enfants. C'est leur premier voyage en train. Et ils sont où les petits-enfants? Là, juste derrière. Là? Ah, je vais aller les voir, c'est leur premier train. Alors comment ça se passe les petits-enfants, ce premier voyage en train? C'est comment? Ça se passe à merveille. On est bien là, on regarde le paysage, pas de téléphone, pas de stress, on est tranquille. Qu'est-ce que les jeunes Brésiliens pensent du train? Parce qu'il y a très peu de trains au Brésil, donc quelle est l'opinion courante des jeunes sur le train en général? Mes parents se sont rencontrés dans ce train. On a grandi avec cette histoire. Pour nous, c'est un pèlerinage. C'est tout nouveau. C'est très intéressant. Disons qu'on revit leur histoire. C'est mignon. C'est de la nostalgie sans l'avoir vécu. Ah ouais. Donc c'est plus quelque chose de romantique et nostalgique qu'un moyen de transport pratique pour se déplacer. Oui, c'est ça. C'est romantique, agréable, pratique. Et en plus, on se sent en sécurité. Ok. Muito obrigado. Merci beaucoup. De rien. Bon voyage en train. Ne pars pas sans goûter le pão de queijo. Ah oui, je veux bien goûter, ça a l'air bien. C'est très bon. Quero provar un poco. Ah, merci. Je peux vraiment manger? Vas-y. Si les mines permettent à ce train de subsister, il y a 5 siècles, les mines firent aussi la fortune de toute la région. C'était un véritable Eldorado, avec d'incroyables gisements d'or, de diamants et de pierres précieuses. La cité d'Ouro Preto est une plongée dans cette période florissante. Elle était au XVIIIe plus grande que Rio. Ici, l'argent et l'or des mines coulaient à flot. Des bâtisseurs venus de toute l'Europe firent d'Ouro Preto un pur petit joyau baroque. Alors j'aime bien cette petite église parce que, en fait, elle n'est pas avec 4 étoiles dans les guides, elle n'est pas au sommet, c'est pas la plus dorée d'Ouro Preto, mais en fait, elle a une histoire extraordinaire. En fait, tout commence avec une histoire de cheveux. Les cheveux de Chico, qui était un esclave de la mine. Et chaque jour, avec d'autres esclaves, quand il était au fond, il cachait des toutes petites paillettes d'or dans ses cheveux. Et petit à petit, comme ça, en remontant l'or, ils se sont constitués un trésor.
Et avec ce trésor, eh bien, ils ont acheté leur liberté. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que pendant une nuit, Chico a vu apparaître une sainte noire. Il a vu apparaître Sainte Iphigénie, elle est là. Regardez. Et elle lui a donné un conseil. Elle lui a recommandé d'acheter la mine dans laquelle il travaillait. Mais il faut savoir qu'à l'époque, on disait de cette mine qu'elle était finie, qu'on était arrivé au bout du filon. Le propriétaire était convaincu qu'il n'y avait plus d'or dans cette mine. Donc évidemment, Chico hésite un peu parce que c'est un gros investissement. C'est un gros pari, mais il le fait. Il suit le conseil de Sainte Iphigénie et, vous avez tout compris, la mine regorgeait d'or. Et avec cette nouvelle fortune, il a fait construire cette petite église en l'honneur de Sainte Iphigénie. Et puis surtout, avec l'argent, il a également acheté la liberté de beaucoup d'esclaves. Alors, ce qui est fort ici, c'est que le lien avec les ancêtres, les esclaves, il est conservé ici par la fête. Régulièrement se produit ce genre d'événement qui s'appelle un congado. C'est une fête africaine qui se déroule tous les ans ici et qui a le même aspect, les mêmes chants, les mêmes danses, les mêmes costumes depuis des siècles. Et ça vient d'Afrique. Et tous les ans, comme ça, on se relie avec le souvenir des ancêtres et le souvenir des esclaves. J'adore les couronnes. Bonjour, voilà. Bonjour, bonjour. Vous avez une couronne magnifique. Vous êtes le roi de quoi? Je suis l'un des rois du Congado. C'est la première fois que je viens ici. Je suis vraiment content de voir cette fête immense. Les anciens et les jeunes sont là. C'est bien que la tradition perdure. Exactement à l'endroit où Chicoré a travaillé comme mineur. Ici, c'était l'entrée de la mine de Chicoré. Oui, c'est ça exactement. C'est ici, devant cette ancienne mine, que le roi des esclaves, Chicoré, a été couronné. C'est un lieu chargé d'histoire. Venir ici est un honneur pour nous. Nous sommes les héritiers de cet homme qui nous a libérés. Alors le cortège se déplace pendant de très longues heures. Et là, je pense qu'ils repartent vers l'église qu'a fait construire Chicoré. Tout ça toujours dans une ambiance joyeuse. Et alors vous êtes une très jolie reine. Vous êtes reine de quoi, vous, avec ces petits miroirs et ces petites fleurs? Moi, je suis une reine de Santa Cruz. Santa Cruz? Et alors, c'est une fête aussi en mémoire des ancêtres esclaves. Vous y pensez vraiment souvent à vos ancêtres esclaves? Oui, bien sûr. On y pense beaucoup, parce que nos ancêtres ont vraiment souffert au cours de leur vie. C'est notre manière de rendre hommage à leur courage et à leur combat pour notre liberté. Ah oui, j'avais pas bien intégré qu'en fait vous vous remerciez pour la liberté d'aujourd'hui aussi. Oui, on défile pour la liberté qu'ils ont obtenue pour eux, et aussi pour la liberté que l'on a aujourd'hui grâce à eux. J'ai l'impression quand vous racontez ça que ça vous émeut encore. Bien sûr que ça me touche. Ce sont des histoires très fortes. Je pense que l'on doit donner plus de valeur à la vie, à la liberté. Et quand on pense à ce que nos ancêtres ont dû endurer pour obtenir ce droit fondamental, alors que nous sommes nés libres, on est obligé de les remercier, encore et toujours. C'est un devoir de les célébrer et d'honorer le courage qu'il a fallu pour arracher leur liberté au prix du sang. C'est une leçon pour nous tous.
Il ne faut jamais baisser les bras. Ça veut dire que rien n'est impossible dans la vie. Quel que soit notre objectif, il ne faut jamais cesser d'y croire. Merci beaucoup. Muito obrigado. Ce voyage est une découverte. Les rares voies de chemin de fer m'ont emmené dans des lieux où je n'aurais peut-être jamais mis les pieds. Et c'est sans doute pour cela que j'ai eu l'impression de toucher à quelque chose de profond, d'approcher un peu plus l'âme des Brésiliens. Au-delà des plages, de la samba et de la joie de vivre, au Brésil, l'aventure a quelque chose à voir avec le cœur.